L'analyse du premier trailer de Dragon Ball Daima a été chaudement accueillie par chacun d'entre vous et je vous en remercie très sincèrement. Je vous confesse par ailleurs que la confectionner, vous la proposer, a élevé mon propre niveau de hype par rapport à la série. Ça m'a permis de creuser plus en avance certains sujets, de pointer du doigt certains mystères, de tenter d'y apporter certaines réponses, d'avoir une perspective beaucoup plus étendue de ce que pourrait être Daima, éradiquant totalement les a priori que le trailer pouvait apporter en premier visionnage. Salut les devins, c'est Saikyo. Voici venu mon analyse du trailer numéro 2. Il a été dénommé comme étant un trailer dédié aux personnages et en particulier à celui de Son Goku. Il est beaucoup plus court, là où l'on avait à peu près 3 minutes pour le premier, on en est à 1, mais il est visuellement très dense, notamment en matière de combat, d'animation, de chorégraphie qui les accompagne. Il est quand même bien étrange d'ouvrir le bal avec un trailer personnage dédié à Goku et de ne pas avoir poursuivi avec. Si l'on se penche du côté de Sparking Zero, certes, ce n'est pas un animé, ce n'est pas un manga non plus, c'est dérivé de ce type de production-là, c'est quand même connexe. Il y a eu ouvertement la proposition de trailers dédiés aux personnages, on n'apprécie pas, c'est critiquable ou non. En tout cas, ils sont réguliers sur cette parole-là, et ce sont chaque mois des personnages, transformations et variantes qui sont présentés. Ce qui n'empêche pas d'avoir des trailers ou des communications séparées concernant le fond de jeu, les modes, les éditions au lancement. Et tout cela est facilement transposable sur Daima. On pourra avoir une communication sur sa diffusion, que cela soit au Japon et en Occident, plateforme et télévision, le sous-titrage, le doublage, de la communication sur son histoire sans trop en révéler bien sûr, et périodiquement, tel que ça avait été fait pour le film Dragon Ball Super Broly par exemple, un trailer dédié à chaque personnage. La communication autour de DBS Broly était clivante, certes. Cela dit, gardons en mémoire que les trailers dédiés aux personnages ne spoilaient pas tant que ça, notamment lorsqu'il s'agissait des basiques, les Goku, les Vegeta, etc. C'est facilement reproductible pour Daima. Ils ont commencé avec Goku, on aurait pu s'attendre à voir un petit peu plus tard du Piccolo, du Vegeta, un petit teaser assez drôle sur Goten et Trunks qui rajeunissent, sans trop spoiler, reprendre les bases du premier trailer sans forcément être trop révélateur, un trailer dédié aux démons, non pas pour révéler leurs plans dans leur intégralité, mais pour les iconiser. Pour le moment, on doit se contenter d'un trailer dédié à Son Goku. Fut une époque durant ses épopées cinématographiques, Goku se qualifiait lui-même d'amateur de sport et de lecture, mais que nenni. Ce trailer reprend les fondements du personnage, le combat et la nourriture. Du début à la fin de ce trailer, saupoudré d'une touche d'exploration et d'émerveillement. Au cours de cette dernière, Son Goku ne fait que ça. Il ne fait que manger, que se battre, voire les deux en même temps. Ce trailer, bien que dédié à Son Goku, ferait presque office de suite au tout premier. Il le reprend dans ses toutes premières secondes introductives, avec une forme de mosaïque qui vient nous rappeler ce qu'auront été les moments forts du premier trailer, le rajeunissement très mis en avant, les démons, une capsule, un pod arrivant sur la planète Terre, Kaioshin qui mène une enquête, la Dragon Ball, le Namek qui est très intéressé par cette dernière, les actions de la Z-Team via une réunion ou encore Bulma qui tente de comprendre les rouages de cette capsule spatiale, Goku chez Maître Karin, probablement pour se remettre en selle et ou chercher des senzu, et c'est alors que le cœur du trailer démarre. Un vaisseau s'éloigne de la planète Terre, on a déjà aperçu ce vaisseau-là dans le tout premier trailer, sauf que, attention, les apparences sont parfois trompeuses et elles le sont ici. Dans le premier trailer, on a pu voir ce vaisseau, visiblement dans le royaume des démons, et on voyait qu'il était fortement composé de rouge. On le revoit face à cette espèce de gros poisson, face à un autre poisson beaucoup plus petit, avec ce fond tapissé de ce qui m'apparaît comme des runes, et c'est l'ami Kaiwai qui n'a pas manqué de venir au rappel sur Twitter pour pointer du doigt ce fait. Le vaisseau peut être également aperçu avec sa base qui est devenue blanchâtre ou grisâtre, métallique. Ce n'est plus rouge du tout. Première option m'ayant traversé l'esprit, le vaisseau pourrait réagir selon l'endroit dans lequel il se trouve, qu'il soit dans le royaume des démons ou non. Plus il est proche des démons, plus il devient rouge. C'est une option que je n'abandonne pas, mais quand je vois ce visuel-là avec ces îlots et des structures en forme d'oignon, j'ai déjà l'impression que l'on est dans un lieu relativement démoniaque. Peut-être pas assez pour stimuler le vaisseau. On le voit d'ailleurs encore ici, ce vaisseau face à ce qui semble être une barrière démoniaque en tout premier trailer. On est donc à minima à la frontière du royaume des démons, et encore je suis gentil, et pourtant le vaisseau est grisâtre, métallique. Le dessus est le même, plutôt brun avec quelques détails jaunâtres, c'est vraiment le dessous qui peut changer du tout au tout, et dans le trailer, on voit cette même typologie de vaisseau décoller depuis la planète Terre, et il n'est pas rouge du dessous.
il est bel et bien grisâtre. Pour éviter de se faire berner, je pense qu'il faut anticiper l'hypothèse selon laquelle il y aurait 2 vaisseaux de ce type-là. Si je devais mettre une pièce ou une rune là-dessus, je miserais sur un appartenant à des démons, probablement le rouge, sur lequel Bulma pourrait mettre les mains dans le cambouis, faire du rétro-engineering et créer le second, plutôt à l'image du premier, avec des matériaux qui diffèrent un petit peu. On n'a pas non plus le temps pour faire la peinture, ni pour installer la stéréo tel le Dr Brief avant que Goku ne démarre pour Namek à l'époque. On va à l'essentiel, à un vaisseau fonctionnel qui reprend les caractéristiques principales du premier, mais il ne va pas non plus passer à Los Santos Custom. Donc il reste gris métallique. Ça ne veut pas dire que celui qui est rouge appartiendrait à des ennemis. Attention, ça peut être des êtres reliés aux démons qui pourraient aider la Z-Team. Preuve en est, si Bulma met la main dessus, c'est soit car les êtres qui l'habitaient se sont foirés, soit car ils sont venus chercher de l'aide sur Terre. Seconde problématique, mais c'est tout à fait intéressant, il y a ce vaisseau qui se dirige vers la planète Terre dans le tout premier trailer, et c'est juste après cela que l'on voyait Bulma étudier un vaisseau. Alors je pense que le vaisseau que Bulma étudie devrait plutôt ressembler à celui qui a la carcasse rouge, une technologie absolument inconnue. Celui qui débarque sur Terre à ce moment-là, on le voit relativement de près et malgré les effets visuels de vitesse, c'est une sphère. Il n'y a pas de pic dessus, c'est plutôt blanchâtre. On a presque l'impression au-dessus de distinguer l'espèce de capot vitré qui permet à un Saiyan ou autre d'en sortir et donc un pod issu de l'armée de Freezer / Saiyan. Avec ce type de vaisseau, j'ai l'impression de voir une technologie connue de l'œuvre. J'ai du mal à comprendre pourquoi Bulma y plongerait son nez. Ça nous ferait quand même 3 vaisseaux déjà. Le rouge, affilié démon, sa reproduction métallique par Bulma, et un pod Saiyan totalement inconnu. On peut remettre sur table, sans mauvais jeu de mots, l'hypothèse du frère de Vegeta. Je pense qu'il devrait en sortir une belle surprise de ce vaisseau-là, sachant que de plus, il y a quelque chose d'important par rapport à ces vaisseaux. Le rouge et le métallique semblent propices à accueillir plusieurs personnes, à minima 2, alors qu'une sphère pod Saiyan, historiquement, c'est un seul personnage. J'entends évidemment à taille humaine humanoïde. Et je pense qu'ils seront l'un des points d'orgue de cette série pour mieux comprendre ses tenants et aboutissants. Une fois parti de la Terre, celui qui est métallique, supposément celui de Bulma, se retrouve plongé dans un environnement déjà aperçu au préalable, dont la direction artistique sauve le tout ici, dans ces plans, parce que la 3D qui est utilisée est absolument infâme. Les textures sont lisses telles de la PlayStation 2 ou un jeu Super Dragon Ball Heroes sur bande d'arcade. Ce n'est ni fait ni à faire et j'espère que ce sera amélioré dans le produit fini. Une fois de plus, des rochers sont en lévitation, il y a une forme de petit volcan. Plus on se rapproche de ce volcan, plus il est moche. C'est littéralement la seule analyse que l'on peut en formuler. La lave qui en sort est très jolie, probablement en 2D. Le vaisseau continue d'explorer cette zone. Elle se distingue quelque peu de l'autre, là où il y a le palais royal démoniaque, car ici le ciel est plutôt rosé. Aux alentours du palais, c'était beaucoup plus rouge. Alors étant sur la même planète et le ciel change en fonction des polarisations magiques et démoniaques, il y aurait une concentration de pouvoir telle autour du royaume que le ciel s'en assombrit et rougit, le cœur du mal en ces lieux, ou faudra-t-il changer de planète ? En tout cas, on avait remarqué en premier trailer que la verticalité devrait être au cœur également de cette série avec ces sortes d'îlots flottants. Pourquoi pas peut-on imaginer des îles célestes, le palais royal démoniaque qui s'élève en hauteur, tandis que d'autres zones, protégées par des barrières, s'enfoncent dans les profondeurs, pourrait mener Son Goku au début de son exploration. Il est probable qu'un monde y soit découvert. Goku est émerveillé par ce qu'il voit. On pourrait penser qu'il regarde vers le bas, mais c'est alors qu'un mouvement de caméra a lieu. Le trailer ne semble pas être coupé à ce moment-là. L'éclairage reste cohérent et il donne plutôt l'impression de regarder dans les airs. Le ciel ressemble plutôt à celui de la planète Terre de nuit, comme s'il s'émerveillait en plein décollage. Peut-être le fait de redevenir jeune l'émerveille de tout, mais j'ai réellement l'impression qu'il fait face à quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de le penser que cela soit une planète, un monde qui s'ouvre à lui. La lune me paraît différente, et on remarque que le bout de ciel qui l'entoure n'est pas conforme au reste. Un bleu profond, nuageux, avec des étoiles, c'est différent. Plutôt que de faire des théories farfelues, je me dis que c'est la coque du vaisseau qui permet probablement de voir au travers. Ce serait opaque vu de l'extérieur au-dessus, mais permettrait depuis l'intérieur d'y voir de manière plutôt filtrée. On remarque les arrondis de ce vaisseau, l'aspect voûté pouvant totalement correspondre avec ce type de coque ou d'armature. C'est ainsi que des êtres plutôt démoniaques nous sont présentés.
une forme de bande de loupards qui pourra être utile au scénario, qui donne surtout l'impression d'être là à titre introductif. On y distingue plusieurs types de faciès, ils ne semblent pas tous avoir les mêmes origines. Anthropomorphes et tous inspirés de diverses créatures, il y en a une qui sort clairement du lot, c'est celui-ci avec son foulard rouge. On en avait déjà discuté lors d'une précédente vidéo de News Daima, donc j'irai droit au but. Ça ressemble à une sorte de mix entre du cymbale et tambourine. Les créatures de Piccolo Daimao, tambourine qui n'avait pas de foulard rouge mais qui possédait un tissu relativement similaire attaché à la taille. On a remarqué dans le premier trailer une créature s'apparentant fortement à un Namek, notamment à Slug ou encore à Piccolo Daimao. Une thèse intéressante serait de se dire que lorsque Piccolo Daimao pondait des créatures hormis sa réincarnation Piccolo, donc les autres typologies de démons qui ne sont pas purement Namek, et bien que ce dernier était littéralement capable d'ouvrir à l'intérieur de lui-même une forme de portail interdimensionnel permettant d'invoquer des créatures issues du royaume des démons. Lui-même ne savait même pas ce qu'il faisait, il pensait juste les pondre, évidemment Piccolo Daimao, mais via ce procédé, il pouvait comme invoquer en fait des êtres démoniaques de basse classe issus de ce royaume, et on se rendait compte qu'après les avoir pondus, il ne fallait pas attendre des 1000 et des 100 pour qu'il soit à taille adulte, c'était quasiment instantané, contrairement au petit Piccolo qui a mis du temps à se développer. Pour tambourine et cymbale, il s'en fallait de peu après l'éclosion de l'œuf pour qu'ils soient déjà prêts. Ils étaient instruits, ils étaient déjà à la solde de Piccolo Daimao, ils étaient constitués physiquement, comme si leur physique avait simplement changé pour transiter d'une dimension à une autre et répondre à l'appel de Piccolo Daimao. Ce serait intéressant de voir cela justifié ainsi dans Daima, je n'en demande cela dit pas autant, tout comme pour cette créature qui s'apparente à un loup, que l'on voit encore un petit peu plus tard dans le trailer. Évidemment, je pense au trio du danger, Bergamo, Lavenda, Basile, de l'univers 9 de Dragon Ball Super. Physiquement, ça y ressemble pas mal, et on se rappelle de leur spécificité en animé, le ki de ces trois êtres n'était pas perceptible. Si c'est un vulgaire ajout de l'animé, ça tombera aux oubliettes. Si c'était une réelle volonté de l'auteur, ça pourrait se justifier par la nature démoniaque, pourquoi pas, de ces êtres. Bien que, jusqu'à présent, des démons comme Dabura, leur roi de l'époque en personne, étaient perçus lorsqu'il émanait du ki. Enfin bon, ce sont des perches et pistes assez intéressantes à développer tout de même. Comme par hasard, celui qui sera mis au centre des hostilités, c'est celui qui s'apparente à tambourine et à cymbale, celui avec le foulard rouge, accompagné un petit peu de celui qui a la peau couleur Malabar. Leur design de la main d'Akira Toriyama nous avait été fourni. Se rendre compte que le vert a les triangles sur son corps, les sigles donc démoniaques, mais tous ne les ont pas. Et son acolyte Malabar non plus. On peut supposer alors que celui qui est vert a fait allégeance ou alors a été recruté de force par la garde royale démoniaque. Il a été tatoué ainsi pour en démontrer. Il est donc un sbire à leur solde. De l'autre côté, pour le dinosaure Malabar, je me rends compte qu'il porte un collier rouge, pouvant être un signe d'affiliation à son clan, tout comme un signe d'asservissement. Également pourrait-il être à la solde des démons, mais lui dans ce cas-là ferait plutôt penser à un esclave. De par son physique aminci, de par son statut social, il a l'air de très basse classe, vêtements troués, on se rend compte que celui qui est en vert, certes, il est presque à poil, mais au moins ses habits sont de qualité, il peut même se payer le luxe d'avoir des bracelets avec des pics, des ornements au niveau de ses triceps plutôt dorés. On en pense ce qu'on en pense, mais celui de droite, le vert, fait propre sur lui, jusqu'à ses petites chaussures. L'autre a l'air sali, a l'air abîmé par le temps, par la vie. Il tient d'ailleurs une pioche, comme s'il travaillait à la mine. Il a également un pistolet. Cela peut être pour se défendre, tout comme pour être tueur à gage à temps perdu. Cela ne serait pas choquant pour arrondir les fins de mois. Ce qui pourrait expliquer pourquoi dans le trailer, lorsque Goku va se restaurer à l'intérieur du diner démoniaque aperçu en premier trailer, vous savez, celui avec le logo de burger et des sigles démoniaques, sera tout de suite ciblé. Goku fait bande à part. Je pense que pour une raison X ou Y, il a été séparé de Shin, et le temps de se retrouver, leurs aventures devraient être épicées, notamment du côté de Son Goku. Naïvement mais sereinement, il va récupérer de l'énergie, il va déguster quelque chose, ici des burgers, sa tête devrait être mise à prix dans ce monde, et l'on devrait avoir des personnages type celui qui est en vert qui va venir demander des comptes à Son Goku, tandis que le lézard rosé pourrait penser à pouvoir se faire un petit billet en tant que chasseur de primes du dimanche et vouloir devancer l'armée démoniaque elle-même. Ce ne sont que conjectures de ma part, mais ça pourrait d'ores et déjà poser le tableau du fait que chez les démons, il y a des discordances. Vu de loin, ils œuvreraient à peu près tous un même dessin, mais dans les faits, à l'intérieur, il y aurait plusieurs groupes.
plusieurs groupuscules, plusieurs idéologies, voire même certaines qui pourraient se rallier à Goku et le reste de sa bande. D'où le fait que l'on aurait divers vaisseaux qui pourraient pulluler en direction et au départ de la Terre. Les réponses fournies par Son Goku vont totalement décevoir ces êtres, ils vont vouloir le convaincre et le rendre captif par la force. Goku est absolument serein. On se rend compte que même s'il a rétréci, s'il a peut-être rajeuni, il a une confiance aveugle en ses propres capacités, il s'est donc entraîné au préalable avant de venir ici, il peut voler, il peut combattre au corps à corps par exemple, il est armé du bâton Nyoibo mais ne l'utilise pas ici, un coup de pied va retourner la tête du cymbale tambourine. Goku a également confiance en ses capacités à juger ses adversaires, il n'a donc pas perdu à ce niveau-là. Certains d'entre eux lui semblent hostiles mais restent assis. Tout le monde n'a pas autant d'intérêt à se frotter à Son Goku, d'autres y vont quasiment en reculant. Cette espèce d'ourson jaune, on peut voir la goutte de transpiration sur le front. Il est agacé par Son Goku et il n'a pas l'air non plus bien solide sur ses appuis. Son style de combat est bestial, approximatif. Goku continue de manger tout en les combattant, ils sont donc inférieurs à sa priorité de se nourrir. Goku utilise des ustensiles de cuisine pour se battre, c'est assez drôle et ça rappelle les films d'arts martiaux chinois principalement. Ça donne lieu à de grosses chorégraphies de combat, ça peut résonner un petit peu avec les propos d'Akira Toriyama qui nous disait avoir tenté de procurer à Daima des combats qui puissent être à la fois mignons mais aussi puissants. Là, ce n'est évidemment que le début des hostilités. Le loup a été mis KO et au moment où Son Goku termine d'ingérer son burger, il est prêt à repartir de plus belle, se rend compte de quelque chose et se met à sourire. Un sourire pur, qui ne peut que déclencher le nôtre. Et je pense qu'à ce stade-là, une autre personne se dirigeait vers lui, sauf qu'il s'agit d'un profil amical, potentiellement Kaioshin. Il a dû voyager avec lui, être séparé peut-être à l'atterrissage, se retrouver dans ce diner du démon, affronter tous les êtres ténébreux qui s'y trouvent, penser être de nouveau en proie à l'un de ces derniers et au final reconnaître un allié. Et le sourire qu'il lui fait donne lieu à penser qu'il s'agit d'un être bien proche de Son Goku, un visage qu'il est extrêmement heureux de retrouver. Dans ce contexte-là, je ne peux penser qu'à Shin, que l'on avait vu d'ores et déjà dès le premier trailer prendre part aux aventures de Son Goku. Des mets délicieux sont alors déposés sur une table. Le lieu peut être facilement reconnu, c'est le palais de Dende. Les palmiers, le sol, les arbres qui l'entourent, tout correspond. La main qui dépose ce plateau est à n'en pas douter humaine, laissant le montage, une fois de plus, tenter de nous tromper. Sur le plan qui suit, la table ne correspond plus, la nourriture servie est totalement extraterrestre, on voit le regard de Son Goku au travers du cocktail qui a pu être servi, c'est comme s'il y avait des yeux faisant office de tapioca à l'intérieur d'un bubble tea, et l'on n'est pas ici au palais de Dende. L'atmosphère extérieure est plutôt rosée, si l'on regarde bien par la sorte de fenêtre, on voit des sortes d'îlots. Goku est probablement à l'intérieur de l'un de ces derniers, accueilli, recueilli par l'une des familles qui vont lui proposer la nourriture locale. L'étonnement de Son Goku à ce moment-là peut être évidemment dû à la nature du beuvrage qui lui est proposé, mais la mise en scène me fait penser à un Son Goku qui apprendrait certaines informations, des révélations lui seraient faites et il serait étonné à plusieurs égards. Peut-être que le peuple local qu'il a accueilli lui fait une quelconque révélation, tandis qu'il regarde ce qui lui est posé sur la table et s'étonne en fait d'un petit peu tout ça. L'intégralité de ses sens et de son intellect sont mis à l'épreuve, ce qui ne l'empêchera pas de croquer dans n'importe quelle créature qui pourra lui être proposée, qu'elle soit démoniaque ou non. De retour dans un autre environnement, la nourriture est de nouveau terrestre, la table correspond à la première aperçue au palais de Dende, la canette que l'on pouvait retrouver plutôt brune est de retour également, le premier plateau est posé sur la table. Je me pose tout de même des questions par rapport au fond derrière lui, un fond jaunâtre. Comment est-ce que cela peut correspondre au palais de Dende? Ça peut dépendre de l'éclairage, me direz-vous. Ça rappelle tout de même plus les locaux de la Capsule Corporation. Enfin, à ce stade, ce n'est pas bien grave. Goku est ici sur Terre et visiblement en très bonne compagnie. C'est alors qu'absolument tout change dans le trailer. Son Goku fait face à plusieurs créatures. Une sorte de police, de milice démoniaque. Le logo qu'ils arborent a une fois de plus été déjà aperçu au préalable dans d'autres œuvres sur lesquelles Akira Toriyama a déjà travaillé, comme par exemple sur Blue Dragon, affilié à un démon. Il n'y a aucun doute sur la nature de ces êtres. On a également eu la révélation de leur design par l'auteur en personne. De leur côté, on se rend compte qu'ils sont totalement issus du même peuple. Ce n'est pas comme ceux qui pullulaient au cœur du diner, de diverses origines. Ceux qui sont violets sont tous issus de la même ethnie, portent les mêmes types de vêtements, de la tête aux pieds, sont dotés des mêmes équipements, y compris un pistolet avec une cartouche au bout rouge
est-elle emplie de magie démoniaque? Ils peuvent avoir des carnets pour prendre des notes, ce qui fait de plus en plus penser à une sorte de police milice pouvant enquêter. Un bâton pour réprimander les foules, on voit qu'il y a un interrupteur dessus pour l'électrifier ou quelque chose de la sorte, et un petit accessoire orange. Le visuel n'est pas assez clair pour déterminer ce que cela peut être. Ça peut être une grenade, qu'elle soit flash, d'attaque, fumigène, empoisonnée. En tout cas, ils disposent d'un réel matériel, d'un équipement sur mesure. Ils sont plus que propres sur eux. Il y a une différence majeure entre ces personnages que j'attribuerais à la police royale comparé aux autres êtres de beaucoup plus basse classe qui peuvent être affiliés à ces derniers, mais qui, ethniquement parlant, n'en font pas partie. Goku est encore tout seul et mis à rude épreuve. C'est bâton contre bâton. En termes de chorégraphie, les storyboarders et animateurs doivent purement se régaler. Goku a le dessus de toute évidence. On se rend compte que les maisons sont ornées de peintures une fois de plus triangulaires qu'on en a pu retrouver sur le diner, sur l'être cymbale tambourine, au cœur du palais, incluant les deux êtres relativement démoniaques qui observé au travers du temps, cette symbolique triangulaire est toujours récupérée. On est pour moi au cœur du peuple, potentiellement proche de cette maison dans laquelle Son Goku était en train de manger et avait été recueilli. Il a peut-être été dénoncé, peut-être que l'enquête de cette police a mené à bien et l'a poussé sur les traces de Son Goku ici. Le combat tourne purement à l'avantage de Son Goku, il peut même se permettre de feinter l'adversaire. Son regard et sa posture donnent l'impression qu'il va frapper à la hanche. Son adversaire le remarque, commence à se déplacer pour parer et c'est alors que le regard ainsi que le mouvement de Son Goku change totalement d'angle. Il n'attaque plus son adversaire, il plante son bâton en travers, part le contre de son adversaire, va tournoyer autour du Nyoibo et frapper tout de même dans le flanc du guerrier opposant. Au cours de cette invasion du royaume démoniaque, Goku armé de son bâton magique donne clairement l'impression de s'en prendre au QG du ruban rouge. Ce que l'on avait vu dans le Dragon Ball originel en manga et en animé est repris à la sauce moderne en 2D dès l'introduction du film Dragon Ball Super Super Hero. Il y a une vibe similaire qui s'en dégage. Je ne vous cache pas que visuellement, je préfère largement ce qui est proposé dans Daima. Cette ambiance chez les démons me plaît beaucoup plus, le code couleur fonctionne et Goku ressort très bien. Petit détail insolite sur cette maison, définit une forme de visage en haut, 2 cornettes et 2 gros yeux. Cette milice qu'affronte Son Goku, du moins sur ces plans-là, c'est volontairement que Goku s'y frotte. Il a décidé de rentrer dans le tas. Il le cherche à n'en pas douter, mais c'est lui qui se propose à eux. Ils n'ont pas l'air d'ailleurs bien dégourdis. Lorsque Goku arrive, ils ne l'ont pas senti arriver. Ils n'ont pas l'air capables de sentir le ki, sauf si Goku l'avait masqué. Lorsqu'il tombe sur ses appuis au sol, il y aura un temps de réaction de leur part. Dès lors que Son Goku est remarqué, les gardes du fond n'y voient que du feu, ils continuent leur ronde comme si de rien n'était alors que cela se passe à quelques mètres et l'un des 2 gardes à proximité de Goku a lui aussi la goutte au front. Il est en état de stress, n'est absolument pas confiant tandis que Goku lui est très sérieux. Il ne va pas perdre de temps, les éliminer, utiliser le bâton magique pour balayer l'intégralité de ses sbires, menant sur une pose extrêmement classe de la part de ce petit Goku mine de rien, et un air de visage que je remarque un petit peu plus sérieux. Si j'ajoute ce fait-là à celui d'un Goku qui est venu de lui-même à la rencontre des gardes, je pourrais en déduire qu'il a haussé le ton car il a appris une nouvelle qui le fait sortir de ses gonds. Ça peut être une forme d'injustice pratiquée par cette milice, rapportée par les personnes, certes démoniaques, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent être bienveillants, qui l'ont accueilli. L'écho vis-à-vis de ces péripéties relatives au ruban rouge serait de nouveau fonctionnel. Goku était recueilli à l'époque, on se rappelle de la tour du muscle. Certes, Goku avait ses objectifs, la quête Dragon Ball, mais apprendre plus sur les peuples locaux, la manière dont ils peuvent être torturés par le ruban rouge, l'a de plus motivé à les combattre. Je pense qu'un cas de figure similaire pourrait se reproduire. On sent que sur les premiers affrontements avec les démons, Goku est plutôt en train de rigoler. Sur les autres, il est beaucoup plus sérieux. Un vent de sérieux souffle sur ces scènes. Pour nous quitter, le trailer nous propose une créature ouvrant son œil, quelque chose de relativement reptilien qui va apercevoir Son Goku, lui balancer avec sa bouche divers souffles stridents en forme d'attaque. Goku est contraint de se protéger. La créature surgit, on remarque qu'elle est dotée d'une queue avec des pics, des formes d'ailettes au niveau de ce qui pourrait faire office d'oreille, et elle est suffisamment grande pour pouvoir absorber Son Goku. Ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse dans son estomac. On aura aussi déjà vu ce genre de scène se produire lorsque Son Goku était enfant. On se rappellera de Buon, lorsque Goku était petit, qui avait tenté d'ingérer Goku. Je ne serais donc pas étonné de voir Goku ici combattre cette créature depuis l'intérieur. C'est quelque chose d'assez Dragon Ballesque. Cependant, je ne pense pas que c'est une menace véritable et majeure. Ça devrait se terminer avec une scène limite humoristique. La créature aurait comme des indigestions, Goku va
forcer sa sortie, créature qui en tout cas me rappelle un tout petit peu du Yakon. Mais je me dis que ça serait pas étonnant que dans le royaume des démons, il y ait certaines créatures utilisées par Babidi qui soient de retour ici. À la Yakon, à la Pupui, à la Yamu Spopovich, qui étaient plutôt des possessions Majin, des créatures démoniaques et ou extraterrestres à la solde de ces nouveaux ennemis. Je pense que celle-ci n'obéit à personne en particulier. Elle fait plutôt partie de la faune locale. Elle a une drôle de gueule, certes, mais elle a dû se sentir assaillie par Son Goku, qui n'est pas du tout une présence habituelle, et puis c'est tout. Elle joue son rôle naturel de prédateur et assure sa défense à la fois. Quand on rassemble tout, les propos d'Akira Toriyama, les chara-design, les 2 premiers trailers, on se rend compte que la promesse d'Aima est quand même nettement plus élevée que ceux dont se contente l'esprit collectif. Il y a tellement de mystères, tellement d'actions, tellement de personnages, tellement de morceaux de lore de Dragon Ball, Namek, Démon, peut-être Saiyan, Terrien, Dragon Ball, Kaioshinesque, Shinjin, en général, creuser les fondements du Majin, également de la création de Buu, et à vrai dire beaucoup plus encore que c'est de plutôt bon augure. Ce qui est beaucoup moins rassurant concernant Daima, c'est sa promotion, l'absence de nouveaux trailers dédiés au personnage. Ça aurait été plutôt bon à se mettre sous la dent. Dragon Ball Daima devrait s'activer dès cette fin de semaine en Jump Victory Carnival le 21 juillet, c'est au Japon, et ensuite du 24 au 28 lors de la San Diego Comic Con. Là où c'est inquiétant, je le rappelle, c'est que ce 21 Jump Victory Carnival, le panel Dragon Ball Daima n'est pas dédié à Daima. Il est divisé en 3. Il y a du Sparking Zero, il y a le nouveau jeu de cartes Fusion World, et il y a Daima. En invité, pas d'Akio Yoku de prévu. S'il vient, ce sera une surprise, mais Victory Uchida et Asada, les 2 gars qui s'occupent du magazine V-Jump et du manga DBS. Avoir des news concernant le manga Dragon Ball Super serait intéressant. Attention, ça peut virer à une préquelle à Daima en version manga. Je ne l'exclus pas, et au fil du temps, sans retour de Dragon Ball Super dans sa version manga, les chances ou les risques à vous de voir que le manga de Toyotaru se mette à Daima sont de plus en plus élevés à mon sens. Côté San Diego Comic Con, c'est désormais confirmé, il n'y aura aucun panel dédié à Dragon Ball. Il y aura la présence de Daima via une forme de stand d'exposition. Les espoirs sont donc à revoir à la baisse pour ne pas être déçus. Pour clôturer sur une touche d'optimisme, en cette période de forte présence de Daima tout de même, on peut espérer que si la Jump Victory Carnival ne le fait pas, certains espèrent un trailer d'ailleurs. Daima en japonais à la Jump Victory Carnival, puis doublé en anglais à la San Diego Comic Con. Pourquoi pas, vous dirais-je en premier lieu, mais faites très attention. Les planètes ne semblent pas forcément alignées pour cela. C'est possible, mais c'est loin d'être gagné. Il reste le site officiel de Dragon Ball. D'ailleurs, Dragon Ball Daima n'a toujours pas de site dédié. Vous savez qu'il y a toujours eu historiquement le site officiel de Dragon Ball qui couvre Daima et les divers produits, mais aussi dans le cadre d'un film ou d'un animé, son site associé. Daima n'en possède toujours pas. Ça aussi, je trouve que c'est très limite. Mais il reste ce bon vieux site officiel de Dragon Ball qui, durant cette période du 21 au 28, pourrait simplement, à une heure un petit peu hasardeuse, nous balancer un nouveau trailer de Daima et l'on se débrouille bien avec. En tout cas, nous sommes désormais prêts. Les points, que cela soit sur le premier et le second trailer, sont faits. Si vous avez manqué le premier, beaucoup plus dense, beaucoup plus empli de mystères, de réponses de ma propre part, le lien vous attend en description, sera cliquable à l'écran dans quelques instants en commentaire épinglé à cette vidéo. Si cette mini-série de vidéos vous plaît d'analyse des trailers de Daima, vos pouces bleus sont plus qu'attendus et bienvenus. Vos abonnements, la cloche des notifications pour ne pas rater tout ce qui va se produire durant cette période assez chaude concernant Dragon Ball Daima. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.